Et voilà pour toi, Dominique. Merci. Alors je vous prie d'accueillir Dominique Cardon. On va parler sociologie et algorithme. La scène est à toi. Bonne conférence. Merci à tous. Alors c'est assez audacieux de la part des organisateurs de Blend Web Mix d'avoir fait appel là aujourd'hui à un sociologue, parce qu'évidemment je vais avoir un discours un petit peu dans une tonalité sans doute un peu différente de celle des développeurs. Et en même temps, c'est en tout cas pour moi une opportunité très intéressante de confronter en fait la manière dont on peut se poser des questions d'ordre socio-politique sur les transformations actuelles du web, et notamment celles des mondes du calcul, et l'univers de ceux qui les fabriquent, qui les produisent, que sont les développeurs. Alors, je vais exposer un argument que je viens de publier dans un ouvrage qui s'appelle « À quoi rêvent les algorithmes », qui est une tentative pour essayer de comprendre, de décrire la manière dont les nouvelles techniques de calcul qui arrivent avec les big data sont en train de construire des mondes particuliers, des mondes qu'il faut analyser, des mondes dont mon argument, vous le verrez, est qu'il faut essayer de les comprendre pour éventuellement les critiquer ou pour soutenir certaines formes de ces mondes par rapport à d'autres mondes possibles. Et c'est un peu l'objet de la présentation que je vais faire maintenant. Alors, la question première, c'est que d'une certaine manière, quel est le monde dont on vient, quel est le monde et quelle est sa forme par rapport à l'univers qui est en train de se constituer. Le monde dont on vient, le monde moi j'ai plutôt l'habitude d'appeler de l'espace public traditionnel, c'est le monde des gatekeepers. Et les gatekeepers, ce sont les journalistes, ce sont alors les journalistes, les éditeurs et plein d'autres agences, d'une certaine manière, des institutions de la représentation, qui avaient charge pour nous d'organiser l'information, de produire des catégories sur le monde social, d'organiser aussi la visibilité des informations, l'ordre des priorités de ces informations. Et l'argument que je voudrais défendre avec vous aujourd'hui, c'est cette idée qu'aujourd'hui, les nouveaux gatekeepers, les nouveaux journalistes, éditeurs, bibliothécaires, documentalistes, etc., ce sont des techniques de calcul et des techniques de calcul algorithmiques. Alors ça pose des questions nouvelles, ça inquiète certains, c'est pour d'autres un facteur de progrès, de transformation de nos sociétés. Et c'est un peu ça que je voudrais interroger aujourd'hui, en soulignant ce fait avec un chiffre qui est aussi improbable que tous les chiffres qu'on peut essayer de faire sur la mesure de la taille du web, hein, donc qu'on ne sait pas mesurer en réalité aujourd'hui, mais avec en tout cas l'idée que c'est parce que nous avons un moteur de recherche, c'est parce que nous sommes dirigés par des likes et des retweets, c'est parce que nous avons des systèmes de recommandation qui vont conduire et canaliser nos navigations sur le web, que nous naviguons en réalité sur une portion absolument infime de l'univers des données digitales qui sont à notre disposition potentielle. La réalité de nos navigations, c'est que même si le web est proliférant, même s'il est ouvert, même s'il est incroyablement divers pour nous, nous naviguons sur une toute petite partie du web, et que dans ce débat, la question de la place des calculateurs devient centrale, et qu'elle est souvent posée comme une sorte de débat, de conflit un peu manichéen entre les capacités cognitives de l'humain et celles nouvelles, automatiques, machinales, calculatrices, rationnelles de la machine. Et que une partie du débat sur les algorithmes est souvent une sorte de confrontation entre ces deux conceptions de l'humain et de la machine. Alors le point de vue d'un sociologue des sciences et des techniques, c'est de dire que nous formons couple avec les machines depuis très longtemps. Nous sommes des agencements à la fois humains et techniques qui, depuis le livre imprimé jusqu'au tableau statistique, jusqu'à l'appareillage scientifique et à toute une autre série d'artefacts techniques qui sont présents dans nos vies, font que c'est toujours une manière d'utiliser les techniques qui fait fonctionner un système socio-technique particulier entre des humains et des machines. Et que du coup, c'est moins la critique de la technique en tant que telle qu'il faut faire, mais c'est la critique de la manière dont nous utilisons certains outils techniques d'une manière ou d'une autre. Et pour essayer d'en discuter, pour essayer d'en faire un sujet public, pour la mettre d'une certaine manière au cœur de nos questions et de nos préoccupations, il faut me semble-t-il, entrer dans les calculs. Et c'est pour ça que c'est très intéressant d'être avec vous aujourd'hui, puisque vous les fabriquez en partie, ces calculs, et que l'impression que moi je peux avoir en tant que sociologue, c'est qu'il serait nécessaire, qu'il serait utile et pertinent
que le grand public, tous ceux qui ne sont pas dans l'univers du code, du chiffre et de la statistique, aient au moins un aperçu du genre de choses qui est fabriqué dans les calculateurs et les algorithmes du web. Alors, c'est ce que je voudrais faire avec cette idée, voilà, un petit peu pédagogique, hein, qu'on a besoin de ne pas se laisser intimider par le travail que vous faites, mais d'en trouver des manières plus ou moins pédagogiques de décrire, en tout cas, non pas des codes en Python, non pas les principes du support vector machine, non pas des choses techniquement complexes, mais la manière dont ces calculs produisent des choses différentes, parce que l'argument que je vais soutenir, c'est celui qui consiste à dire qu'on n'est pas face à une forme des algorithmes ou une forme de calcul, mais qu'il y en a différentes familles, et qu'il faut essayer d'étudier, de comparer les différents mondes que chacune des familles de calculateurs produit et génère de façon différente. Alors je vais vous donner tout de suite le panorama général de l'exposé que je vais vous faire, puis ensuite entrer dans le détail. Mon panorama, il s'appuie sur une métaphore qui est assez triviale, mais qui a au moins cet avantage d'être relativement simple et efficace, qui est de dire que dans l'histoire du web, et dans les différentes familles qui composent aujourd'hui les algorithmes du web, on peut isoler 4 familles de calcul. Alors c'est arbitraire, c'est naïf, c'est très discutable, et j'espère qu'on aura l'occasion d'en discuter, et qu'on peut isoler ces 4 familles de calcul en séparant d'une certaine manière les données du calculateur et en se disant quelle est la place métaphorique qu'occupe le calculateur par rapport aux données qu'il mesure. Et dans mon argument, si on considère que les données sont cette grosse pelote de laine au milieu du tableau, on peut d'abord calculer et placer le calculateur à côté des données. Et mon hypothèse, c'est que quand on place ce calculateur à côté des données, je le détaillerai tout à l'heure, on va mesurer quelque chose de très particulier à travers les mesures d'audience, qui est la popularité des informations. Et que c'est une mesure classique qui a été très importante et qui est toujours évidemment importante pour une partie, et une partie seulement, du monde des internets. Une deuxième famille de mesures consiste à ne pas placer le calculateur à côté des données, mais à le mettre au-dessus des données. Et quand, métaphoriquement, je dis qu'on met le calculateur au-dessus des données, je cherche à dire qu'il mesure autre chose que la popularité, mais qu'il mesure quelque chose qu'on va appeler l'autorité. Et l'endroit précis où les calculs du web, et c'est un rôle central dans son histoire, c'est formé dans l'idée de le mesurer au-dessus, c'est dans les moteurs de recherche, c'est le PageRank de Google, et d'une certaine manière, c'est toutes les métriques des pionniers, toutes les métriques des communautés des pionniers qui mesurent d'abord de l'autorité. Et puis on peut ensuite placer le calculateur dans les données du web. Et quand je dis dans les données du web, je cherche à dire que l'utilisateur, il voit le calculateur dans ses propres actions. Il voit sur sa page Facebook son nombre d'amis augmenter, son nombre de followers sur Twitter augmenter. Et donc ce qu'on calcule, c'est quelque chose qui est intégré dans les pratiques des internautes, et dans ces cas-là, on mesure dans le web, et ce qu'on mesure, c'est principalement de la réputation. C'est pas la même chose que la popularité, c'est pas la même chose que l'autorité, c'est une autre forme de monde social qui est présent dans l'histoire du web. Et puis ma dernière famille, celle sur laquelle je terminerai cet exposé, c'est de dire que on peut aussi placer le calculateur sous les données. Et quand on place le calculateur sous les données, la grande forme de monde qui est dessinée, c'est celui de la prédiction, avec les nouvelles techniques d'apprentissage qui se mettent en place un petit peu partout dans les nouvelles statistiques de la big data. Donc voilà, à côté, au-dessus, en dessous, 4 familles de calcul, et je voudrais essayer d'expliquer comment on peut essayer de rendre raison de ces 4 familles. D'abord en soulignant le fait que pour produire du sens avec des données, il faut se brancher sur les bonnes prises. Et que d'une certaine manière, il y a beaucoup de calculs qui calculent un peu dans le vide, et dans le monde des big data, le nombre de calculateurs qui calculent dans le vide est considérable, et qui donnent des données, des résultats improbables, triviaux, faux, pas tout à fait justes, très incertains. Pour arriver à produire des calculs qui produisent une signification qui entre ensuite dans l'expérience de l'utilisateur, il faut trouver les bonnes prises sur les données. Et pour le dire de façon très triviale et sans doute avec un raccourci beaucoup trop fort qui mériterait discussion, c'est que l'endroit où les nouveaux calculs arrivent à prélever un bon signal d'information, c'est à travers des actions que les utilisateurs, et souvent des humains, la plupart du temps, vont porter sur des objets, textes, informations, vidéos ou actions de tous
ordres. Et que d'une certaine manière, la capture de la signification qui va permettre de produire du service se fait toujours à l'interface entre une action de l'utilisateur et le système informationnel avec lequel il est en relation. Alors je vais le dire très rapidement et je vais simplifier beaucoup, mais mon objet c'est d'essayer de faire une simplification la plus claire possible. C'est de dire que si on regarde un peu l'histoire du web, il y a eu 4 types de prises très fortes qui ont permis des calculs importants de se mettre en place, qui correspondent à mes 4 familles. C'est de calculer à partir du lien hypertexte, c'est de calculer à partir du like, je dis like, mais c'est tous les signaux sociaux, les boutons sociaux du web social, c'est de calculer à partir du nombre de vues, et c'est de calculer aujourd'hui à partir de la trace de navigation, c'est-à-dire un historique des navigations des utilisateurs, avec dans cet univers une tension qui est très forte et qui est au cœur, je crois, des débats contemporains sur les nouvelles formes du calcul avec les techniques d'apprentissage, c'est qu'une partie de ces premiers calculs s'appuyait sur des traces assez explicites de l'utilisateur. Il savait qu'il était en train de cliquer, en train de faire un lien hypertexte, en train de faire un like. De plus en plus, les traces qui vont fournir le signal au calcul sont des traces extrêmement implicites pour lesquelles l'utilisateur n'a pas une conscience très forte du fait qu'il est en train de produire un signal pour les différents enregistreurs, capteurs du web. Alors, je vais très vite sur la première famille de calcul, parce que d'une certaine manière, elle est historiquement très ancienne. Le web ne lui a pas apporté de grandes nouveautés. À mon avis, on pourrait même dire que le web ne sait pas très bien la mesurer, en réalité. C'est de reprendre les techniques d'audience qui avaient été mises en place par les médias de masse pour mesurer et hiérarchiser l'information sur le web, en plaçant le calculateur à côté, en mesurant quelque chose qu'on va appeler la popularité. La popularité, elle consiste à dénombrer le nombre de clics produits par l'utilisateur, de pages vues, de visiteurs uniques utilisateurs. C'est une mesure que je qualifie de à côté du web, parce que souvent c'est une mesure qui n'est pas disponible et accessible à chacun, et qui est souvent, seuls les propriétaires du site web ont accès à ces informations, ou bien des mesureurs externes comme Médiamétrie, NetRatings et Comscore. Mais c'est une mesure qui a fondamentalement une vocation propriétaire, celle d'organiser en fait la hiérarchie de l'information pour le marché publicitaire, comme dans les médias traditionnels. Je dirais, c'est une aparté très rapide, c'est une mesure d'une qualité extrêmement médiocre dans la réalité de ces mesures, alors même que l'on nous avait prédit que le web était l'endroit précis de la vérification absolue d'une qualité de l'audience que les médias de masse n'autorisaient pas. C'est une mesure qui permet de hiérarchiser l'attention de l'internaute, c'est-à-dire qu'on se sert du nombre de vues pour ensuite ranger les objets informationnels qu'on va destiner à l'internaute, comme en classant les vidéos sur YouTube par le nombre de vues. C'est une mesure qui est démocratique, et j'insiste sur ce mot avec un peu de prudence, mais c'est un peu la réalité, c'est-à-dire que tous les internautes ont le même poids. Il n'y a pas de différence entre les internautes qui cliquent sur un site et l'autre internaute qui clique sur un site. Leur clic, comme dans le vote démocratique, va avoir le même poids. J'insiste sur ce point parce que dans toutes les 3 autres familles du web que je vais décrire tout à l'heure, cette égalité des internautes va disparaître de façon forte et massive. Et puis, comme toute mesure, et ça, je pense que vous le savez mieux que moi, tout algorithme génère immédiatement des possibilités de jouer avec lui, de le truquer, de le déformer, d'essayer d'agir sur sa propre mesure. Et évidemment, des armées de robots cliqueurs viennent transformer, pourrir, modifier la mesure d'audience telle qu'elle est produite. Alors, j'insiste peu là-dessus parce que c'est pas très original, mais ça domine toujours une partie du segment du marché publicitaire du web, cette affaire de l'audience, et ça pose le même problème que pour les médias de masse. TF1 est démocratique parce que tout le monde, ça mesure parmi le public français ceux qui ont regardé TF1, ça n'augure en rien de la qualité des émissions de TF1, donc c'est une mesure de popularité qui n'est pas une bonne approximation de la qualité de l'information. Alors j'insiste là-dessus parce que le web, et me semble-t-il, c'est une de ses originalités, a amené une autre famille de mesures, beaucoup plus originale, qui n'avait jamais été apportée dans le monde des médias traditionnels, qui est de placer le calculateur au-dessus des données et de mesurer l'autorité, la notoriété des informations. Et ce sont les moteurs de recherche
qui l'ont mise en place, notamment avec le fameux PageRank inventé par Larry Page et Sergey Brin en 98-99. Alors je dis inventé, mais je devrais dire qu'en fait ils n'ont fait que reprendre une idée beaucoup plus ancienne, celle qu'avait développée Eugene Garfield dans les années 60 avec le Science Citation Index. Le Science Citation Index, c'est l'apparition dans le monde de la recherche et de la science d'un système d'une métrique qui cherche à organiser, à classer les revues scientifiques à travers le nombre de citations qu'elles ont reçues dans les articles d'autres revues scientifiques et qui va devenir l'un des instruments majeurs et parfois problématiques d'ailleurs de mesure de la science. Eugene Garfield ne mesurait que l'autorité des différentes revues scientifiques. Aujourd'hui, on mesure l'autorité des chercheurs avec le H-index. Un chercheur qui a été beaucoup cité par d'autres chercheurs, dans des articles d'autres chercheurs qui ont eux-mêmes été beaucoup cités, aura un H-index plus important qu'un chercheur qui est peu cité ou qui est cité par des chercheurs qui sont eux-mêmes peu cités. Vous connaissez le principe. C'est ce principe-là qui a été mis en place par Brin et Page et Kleinberg au même moment ont la même intuition. Il ne faut pas, pour classer dans les moteurs de recherche l'information utilisée, la valeur sémantique ou indexicale des mots de la page. Il faut mesurer le poids de la page à l'intérieur du tissu intertextuel proposé par le web. Et cette mesure, elle est fondamentalement méritocratique. Par méritocratie, on entend que tous les votes de liens hypertextes pointant vers une page n'ont pas du tout le même poids, puisque le vote est dépendant du nombre de liens qu'a reçu le votant dans le système. Et donc, il y a une inégalité fondamentale qui est produite parce que c'est une égalité des méritants. Et l'idée est que la meilleure façon d'approximer la qualité de l'information, c'est de rechercher ceux qui ont été cités par des gens qui sont eux-mêmes beaucoup cités sur le web. Alors, ça a une valeur importante dans le fait que le calculateur va prendre une information de qualité qui est déposé par un individu qui fait un lien hypertexte, et il va poser cette qualité sur le document. C'est le lien hypertexte qui joue le rôle central. C'est même dans la rêverie des pionniers, dont l'esprit du PageRank a repris l'esprit du PageRank, c'est que le web est une sorte de tissu d'idées qui se parlent entre elles en ayant effacé les personnes qui les ont émises. L'idée, c'est que l'autorité, elle vient du document hypertextuel, de la page web, elle ne vient pas de celui qui l'a proférée, c'est la page web qui capitalise l'autorité qui a été distribuée à l'intérieur du réseau. Et donc le web est conçu comme un graphe d'idées, un graphe de documents qui se citent les uns les autres. Alors ça a joué un rôle central dans l'histoire du web, ça a joué un rôle central pour séparer les bons et les mauvais liens, ce que ne cesse de faire les transformations de l'algorithme depuis sa naissance jusqu'aux raffinements les plus nouveaux qui sont arrivés avec Panda il y a quelques années. Ça rappelle une conception de la science et de la statistique qui est, à mon sens, très présente et qui est le cœur, on pourrait dire, de l'idéologie, d'ailleurs, de scientistes de Google, c'est celle de l'objectivité instrumentale. Et par objectivité instrumentale, comme le soulignent Peter Gallison et Lauren Daston, il y a cette idée que, en se plaçant au-dessus du web, Google rêve d'observer les liens hypertextes que s'échangent entre eux les internautes, sans que l'instrument qui les mesure n'agisse sur leurs actions. Et ça, c'est au cœur de la formation du positivisme scientifique, du microscope, qui ne devrait pas agir sur le milieu qui l'observe. Il y a cette idée constante chez Google de ne pas agir sur l'environnement que l'on mesure, et nécessité qui est appuyée, fondée en fait, sur une série de théorèmes statistiques qui font la qualité du classement produit par le Google Score aujourd'hui, qui s'appuie sur des lois statistiques qui sont les lois des grands nombres, qui sont des lois assez importantes, qu'on doit à Condorcet pour le miracle de l'agrégation, qui a été raffiné fortement par un théorème de Scott Page, qui s'appelle le théorème de la diversité. Scott Page n'a rien à voir avec Larry Page, le fondateur de Google. Le théorème de la diversité, c'est de dire que non seulement il faut être cité par un nombre important de personnes, ça c'est le théorème central de, on pourrait dire Condorcet, mais Galton. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Galton, peut-être que dans la salle, il y a un souvenir. Galton, il avait découpé une vache, il l'avait mis au centre une vache était pendue au centre d'une foire, d'un marché, et personne, évidemment, ne connaissait le poids de la vache, puis il demande à 50 personnes, à votre avis, quel est le poids de cette vache? Puis il va demander à 100 personnes, puis il va demander à 1000 personnes. Puis, voilà. Plus on augmente le nombre de votants, plus l'approximation du poids de la vache est correcte. Donc ça, c'est une version simplifiée de la loi des grands nombres. Ce qui ajoute le théorème de la diversité, c'est de dire non seulement il faut être cité par beaucoup de gens
sur le web, mais il faut que ces gens soient différents. Et que plus on multiplie des liens venant d'horizons différents, plus on fait une approximation de la qualité de l'information qui est relativement correcte. Hein. Je dis bien que c'est une approximation, ce n'est pas une définition en vérité de la qualité de l'information. Dans 12 hommes en colère, Henri Fonda ne peut pas résoudre l'énigme de la non-culpabilité de celui qui est désigné comme coupable dans l'histoire, parce qu'il n'a pas certaines propriétés. Donc il va se servir des membres du jury, l'un qui est d'origine populaire et donc qui sait qu'on utilise un cran d'arrêt de telle manière ou telle autre manière, l'autre qui porte des lunettes et donc qui a pu identifier qu'un des témoins avait une trace de marque rouge sur son nez et que du coup elle ne pouvait pas porter des lunettes quand elle dormait et qu'elle prétend avoir vu le témoin. Donc en fait ce que fait Henri Fonda, c'est d'utiliser la diversité des propriétés cognitives, sociales, statutaires des autres membres du jury pour faire émerger la vérité. Et il y a quelque chose comme ça, dans le calcul de la loi des grands nombres, qui fait qu'en multipliant des points de vue divers, on a une manière d'équilibrer des effets collectifs de groupe dans les votes qui sont produits. Alors c'est comme ça que fonctionne le point statistique sur lequel s'appuie l'idée d'utiliser les liens entrants pour mesurer l'autorité des sites. Ça a été longuement théorisé dans plein de travaux de mathématiques, de statistiques et de sciences sociales. Et surtout, ce qui est apparent, et ce qui est un problème pour Google, c'est que ça dépend d'une coordination non coordonnée entre les acteurs. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que les webmestres, ce qu'ils passent leur temps à faire, à travers le référencement, le SEO, se coordonnent stratégiquement pour agir sur le PageRank, parce qu'évidemment, ils déforment la qualité de l'information qui est produite dans le signal, d'où le rêve ultime de Google. Hein, alors, je donne une version très naïve là, de Google, mais voilà, Matt Cutts, ne pensez pas à Google, faites des bons sites de qualité, faites ça correctement, faites ça bien, ne copiez pas sur vos voisins, ne faites pas de faute d'orthographe, etc., etc. Et vous allez recevoir des liens que vous méritez, modèle méritocratique, et non pas des liens que vous produisez en produisant vous-même les gens qui vous applaudissent, hein, comme la claque théâtrale du 19e siècle où on payait des gens pour venir se faire applaudir dans les salles. D'où le modèle de Google, hein, que vous connaissez par cœur, la visibilité, il y a deux options, soit ça se mérite, soit ça s'achète. Hein, et la séparation historique de la page de Google, toujours l'objet d'une inquiétude aussi sur sa réalité, c'est de séparer les actions stratégiques où on a acheté de la visibilité des actions naturelles où la visibilité a été produite par l'effet collectif des coordinations non coordonnées. Alors là, j'ai donné une version très naïve de Google, je pense que vous connaissez mieux aussi bien que moi les transformations qui ont eu lieu dans le moteur de recherche depuis cette naissance fondatrice du PageRank, mais elle présente des défauts et des problèmes, et nombreux, et qui méritent critique. Et parmi ces problèmes, il y en a un qui est classique dans la sociologie des réseaux, qui est ce qu'on appelle l'effet Mathieu. L'effet Mathieu, c'est que quand vous êtes au centre d'un réseau, dès qu'il y a un nouvel entrant dans le réseau, il se connecte au centre, parce que c'est celui qui voit. Hein. Et du coup, il y a une sorte de visibilité surnuméraire qui est accordée au centre du réseau, ce qui produit, dans les distributions de hiérarchie de l'information que génèrent les algorithmes du type de PageRank, des distributions extrêmement écrasantes dans lesquelles on a une hyper petite minorité d'excellents qui sont hyper visibles, et puis tous les autres sont laissés dans la médiocrité de l'invisibilité des pages du PageRank. Et puis il y a une deuxième critique, parmi beaucoup d'autres, mais une deuxième qui m'intéresse, moi, beaucoup, c'est que, d'une certaine manière, ce classement au-dessus du web, il est hyper élitiste. Hein. Il considère que ceux qui participent à ce nouveau gatekeeping, hein, ou ce choix des liens qui doivent avoir de la visibilité par rapport à ceux qui n'ont pas de visibilité, sont ceux qui font des sites du web et produisent du lien hypertexte, puisqu'ils mesurent principalement cette information, même si beaucoup d'autres signaux y ont été ajoutés. Et évidemment, à partir de 2004-2005, on a bien senti cette idée que l'élitisme du classement au-dessus du web était contesté, discuté, transformé et d'une certaine manière même secoué par l'arrivée du web social, dans lequel on introduit des nouveaux publics du classement de l'information. Et ces nouveaux publics du classement de l'information, ils vont être à l'origine de la troisième famille des formes informationnelles qui vont apparaître sur le web avec les techniques et les métriques de calcul, que moi j'appelle le web de la réputation, hein, et dans lequel la mesure va être mise, non pas chercher à disparaître au-dessus du web pour mesurer positivement les liens entre les personnes sans qu'ils n'agissent stratégiquement en fonction de celui qui les mesure, mais de mettre le calculateur dans les actions des personnes, de leur mettre dans les pattes, hein, de le rendre hyper visible pour mesurer
à travers les réseaux d'affinités que se sont choisis les personnes sur les sites du web social pour mesurer la viralité de l'information et la réputation des informations et des personnes à travers les circuits de diffusion des informations. Et du coup, si on reprend le petit modèle que je vous ai présenté tout à l'heure, où quelqu'un venait déposer une qualité sur un document pour qu'ensuite on mesure les qualités entre les documents, se modifie puisque quand je like une page, je dépose une qualité sur la page likée qui va mettre un +1 à son compteur, mais je dépose aussi une qualité sur ma propre page, sur ma propre identité virtuelle. Ce qui fait le ressort sociologique, d'une certaine manière, c'est cette sorte d'explosion d'expression, de liens, de likes, de partage, de share qui va apparaître sur le web social, c'est qu'à la fois on produit un signal vers des documents et qu'en même temps on construit l'image de soi que l'on est en train de projeter vers les autres en portant un badge, en signifiant aux autres qu'on a aimé, liké tel ou tel type d'information. On construit aussi son identité. Et les dimensions personnelles de l'identité de l'internaute deviennent un élément et un ressort central d'une nouvelle conception du web, d'une nouvelle représentation du web, qui n'est plus telle que le rêvait Google, un graphe de documents, et les pionniers, Ted Nelson, Tim Berners-Lee, etc., un graphe d'idées qui se citent entre elles. C'est un graphe dans lequel il y a à la fois des idées et des personnes. Et la personne, construite sous le format de son identité numérique, devient un des éléments et un des vecteurs que l'on peut mesurer à travers les techniques de la famille des mesures de réputation. Alors ça peut être des métriques sur les individus, comme sur Cloud, et ça peut être tout ce travail de production identitaire qui est devenu, d'une certaine manière, la machine centrale des usages, des productions culturelles, de l'expressivité, de la discussion et des usages de Facebook, Twitter, Pinterest et consorts. Alors, c'est un univers très différent. C'est un univers différent parce qu'il ne propose plus un classement de l'information qui soit globalement, même si personnalisé, le même pour tous, mais il considère que chacun va produire une fenêtre d'information différente en fonction de sa réputation et du réseau d'affinités qu'il a construit autour de lui. Et donc il produit des métriques et des fenêtres qui sont locales aux différents individus, et avec le risque toujours présent, et une critique qui revient souvent, même si on peut la discuter à mon avis, qui avait été élevée par Eli Pariser il y a quelques années, d'enfermer les gens dans une bulle qui les filtre, parce qu'en choisissant leurs amis, ils ont aussi choisi le type d'information auquel ils allaient accéder. Alors, c'est un modèle statistique qui n'a plus rien à voir, je m'excuse d'être un peu abstrait, mais qui n'a plus rien à voir avec le positivisme instrumental, de l'objectivité instrumentale du positivisme de Google. C'est un monde plastique, c'est un monde réflexif, c'est un monde du benchmark, c'est un monde dans lequel on produit des mesures qui ne produisent pas un indicateur qui donne une sorte d'indice de réalité ou de vérité sur le monde qu'il a mesuré, mais simplement il produit des mesures qui, vues de tous, vont servir à réorienter les comportements. Et donc le monde du benchmark, c'est finalement d'établir, de produire partout de l'indicateur pour non pas mesurer la réalité des actions, mais en tout cas dire à chacun tu pourrais faire mieux. Et ce qui va compter, c'est la différence entre l'indicateur AT et puis l'indicateur AT plus 1 et T plus 2. Ces indicateurs mesurent des mondes réflexifs, des mondes qui finalement se regardent se calculer eux-mêmes, agissent stratégiquement en fonction des calculs pour essayer d'améliorer leur performance. Du coup, le calculateur ne cherche plus à se mettre à côté ou au-dessus, il est complètement intégré dans la pratique des internautes comme étant un des éléments de leur activité. Et du coup, il rend l'activité des internautes stratégique. Alors, pas de tous, mais d'une partie des actions sur le web social sont aussi des actions stratégiques que nous menons pour améliorer nos indicateurs. On n'envoie pas un tweet le vendredi soir à 18h, il vaut mieux l'envoyer le mardi à 11h. Bon, on sait que ça va avoir un effet sur le nombre de retweets qui est très différent. Ce que Google avait cherché à séparer, et les métriques au-dessus du web avaient cherché à séparer, le naturel et l'action stratégique, est ici beaucoup plus flou. La frontière est incertaine. Finalement, on produit effectivement des likes ou des liens qui ont du sens vis-à-vis de l'information qu'on est en train d'évaluer, mais on produit aussi des éléments stratégiques pour agir sur les mesures qui ont envahi le web social. Comme toute mesure, évidemment, il y a des armées de faux amis pour truquer les compteurs. Et on pourrait presque dire que, de façon assez paradoxale et finalement assez intrigante, c'est un univers dans lequel on a
désarmer des possibilités de fausser la mesure qui sont très très nombreuses, avec ces achats d'amis par exemple, hein, mais que les plateformes ne cherchent pas spécifiquement à les chasser. Hein. Google a fait une sorte d'obsession de chasser le black SEO et les fermes de liens et les fermes de contenu, parce que ça déformait le résultat pour tout le monde. Le fait que des acteurs aient des actions stratégiques dans l'univers du web social pour augmenter leurs chiffres a des conséquences sur celui qui agit dans ce sens-là, mais n'a pas d'effet sur l'ensemble des praticiens du web social. Et donc, du coup, cette idée qu'il faut séparer le naturel et le stratégique qui est moins important. Autre propriété critique, problématique de cet univers du web social, c'est qu'on n'arrive pas à trouver de convention. Hein. Dans le monde de l'audience, avec Médiamétrie, il y a une convention, il n'y a qu'un seul mesureur, comme ça on est sûr qu'on est d'accord. Il suffirait qu'il y en ait un autre pour qu'on ait des mesures différentes d'ailleurs, mais du coup il y a une convention qui s'est établie entre tous les acteurs publicitaires et éditeurs pour arriver à se stabiliser autour de chiffres communs et partagés. Dans le monde du web social, on voit bien que le nombre de petites entreprises, de techniques de mesure différents produit chaque fois des outils de visualisation, de mesure et de mise en signification des réputations du web social qui peuvent s'appuyer sur des formats différents et du coup rendre très difficile la constitution d'un marché dans lequel on s'accorderait sur une mesure partagée. Et puis, dernière critique qu'on peut faire à cette troisième famille, la famille de la réputation, c'est qu'elle produit quelque chose qui est un objet de débat pour les chercheurs, beaucoup d'intérêt, pour beaucoup d'ailleurs de services, d'entreprises aussi, beaucoup de promesses, mais des promesses qui sont difficiles à concrétiser, hein, et qui sont difficiles à concrétiser parce que ce qui est mesuré dans ce web des réputations, c'est des expressions des individus. Hein, c'est des manières de construire à la fois leur identité et les informations qui les entourent, mais d'une façon qui est assez stratégique, hein, et qui est parfois assez stratégique. Et du coup, il y a un décalage assez fréquent entre ce que les gens disent faire, ou ce que les gens disent aimer, ou la manière assez particulière dont ils font et dont ils disent faire et aimer les choses, et puis la réalité de leur comportement. Hein, et que ce décalage rend assez improbable et très difficile. Hein, aujourd'hui, je pense que c'est un endroit où et les chercheurs et les services ont beaucoup de mal à faire du sentiment analysis à partir de Twitter, c'est pas très très bon. Quand on fait de la prédiction électorale à partir de tweets, on se trompe assez systématiquement sur les résultats. Donc on a un décalage, hein, qui apparaît entre les informations, les signaux que l'on peut capturer dans ces services, et puis la réalité des phénomènes dont on pense qu'ils sont une projection plus ou moins représentative dans cet espace. Hein. Alors l'exemple classique, évident, qui me sert toujours à illustrer cette chose-là, c'est que quand vous demandez aux Français qu'est-ce qu'ils regardent à la télévision, il y en a 15%, plus de 15% qui disent qu'ils regardent Arte, puis quand on regarde l'audience d'Arte, on est à 2 à 3%. Hein, voilà. Donc il y a ce décalage qui est toujours présent. Alors j'insiste là-dessus parce qu'il me semble que ce n'est pas la seule raison, hein, c'est une manière de mettre en récit cette affaire, mais il me semble qu'une des raisons qui vont faire venir la quatrième famille de calcul, c'est en grande partie celle de dire, OK, on a des expressions signifiantes, on peut faire du web sémantique, du traitement automatique de la langue à partir de tout ça pour essayer de comprendre ce que disent les gens et de produire du sens, mais c'est quand même un peu difficile. On va prendre un autre signal. Ce signal, c'est de tracer leur comportement. De ne pas s'occuper de ce qu'ils disent, mais de regarder ce qu'ils font réellement. Et à partir de là, d'essayer de produire une mesure qui s'appuie sur des indicateurs qui soient d'abord comportementaux. Et cette idée du comportementalisme va venir de façon très forte avec cette quatrième famille qui cherche à placer le calculateur non pas à côté, non pas au-dessus, non pas dans le web, mais le mettre en dessous. Et le mettre en dessous pour capturer des traces, et pour capturer des traces de comportement de façon précise. Et ce qu'elle vise, du coup, et ce qu'elle essaye de dire dans l'univers de monde qu'elle essaye de mettre en place, c'est qu'elle va personnaliser l'information de façon efficace, puisqu'elle va pouvoir mesurer la proposition qu'elle fait à l'utilisateur sur la trace d'un comportement suivant de l'utilisateur. Est-ce qu'il a cliqué sur le lien? Est-ce qu'il a acheté cet ouvrage que je lui ai recommandé? Et donc de mettre en place une sorte de boucle d'apprentissage à partir des traces de comportement des utilisateurs, et en considérant souvent, et chez certains théoriciens des big data
Alex Pentland, par exemple, qui veut faire une physique sociale. C'est un physicien, mais qui veut faire de la sociologie à partir des traces. Et son idée très forte, c'est ne vous occupez pas de ce que les gens disent, regardons les traces de comportement. C'est le meilleur prédicteur de leurs actions possibles et futures. Bon, alors vous connaissez le mécanisme, je n'ai pas besoin de vous l'expliquer. On prend les traces de navigation d'un individu, on les compare aux traces de navigation d'autres individus qui ont des patterns relativement similaires, et puis à partir d'un objectif supervisé d'action, est-ce qu'il va cliquer sur tel lien, est-ce qu'il va aimer tel ou tel type de choses, on peut calculer la probabilité que telle information A l'intéresse plus que telle information B, et ranger comme ça une suite d'items à proposer à l'utilisateur. Ce sont des méthodes d'apprentissage. C'est du point de vue de l'histoire de la statistique une transformation assez centrale dans l'épistémologie statistique contemporaine, qui nous vient d'une certaine manière du renouveau très très fort, incroyablement fort, d'une école statistique ancienne, celle des techniques dites bayésiennes de probabilité, qui sont revenues en force à travers les techniques de machine learning aujourd'hui, et qui permettent de faire ces calculs. Alors, je n'entre pas dans le détail, en soulignant que le paradoxe de cette nouvelle configuration épistémologique qui se met en place, c'est qu'elle considère à la fois que c'est un individu, mais c'est plus un individu comme était l'individu du monde de la popularité et de l'audience. C'est plus un individu qui a un sexe, un âge, un territoire, qui appartient à une catégorie statistique fortement construite et définie. C'est d'abord un individu qui est pris dans les flux. Et que ce qu'on va mesurer, c'est d'abord quelque chose qui est la trace un peu évanescente, un peu flou d'un ensemble de patterns de comportement dont on pourrait faire les comparaisons et des calculs. Ce qu'a très bien décrit Antoinette Rouvois et Thomas Berndt, c'est en parlant de nouvelle gouvernementalité algorithmique, qui est une gouvernementalité qui est d'abord comportementaliste dans son essence et dans son esprit. Alors, je voudrais essayer de rassembler un peu des éléments là, de ce que j'ai dit rapidement de présentation de ces 4 familles de statistiques, en essayant de faire une toute petite entrée dans le genre d'arguments sociopolitiques que moi je développe dans l'ouvrage, mais que je ne vais pas vous développer ici, qui est de dire que, d'une certaine manière, ces 4 familles, elles proposent des univers sociopolitiques, elles dessinent des mondes, et que c'est la chose qui, me semble-t-il, est importante dans ces univers, et qu'on devrait s'intéresser à la manière dont, finalement, à travers ces couplages entre des machines et des univers sociaux, se dessinent des représentations plus ou moins désirables des sociétés dans lesquelles on vit, et qu'on peut du coup se demander à quoi rêvent les algorithmes. Alors, à quoi rêvent les algorithmes? Ça renvoie à plein de choses. Le titre, évidemment, réfère à Akadik. Voilà, j'étais en Islande cet été, Landmannalaugar, c'est très beau, et si je passe cette chose dans le Deep Dream Generator, lancé à partir des nouvelles techniques de deep learning sur l'image qui se développent de façon considérable actuellement. C'est un des points de réussite des algorithmes, c'est vraiment le deep learning, mais sur le traitement de la parole et de l'image. Voilà ce que nous amène le générateur, c'est-à-dire qu'il va voir des choses à l'intérieur des calculs. Et cette chose qu'il a vue, il est très très lié à l'étiquetage de la supervision sur un certain nombre d'animaux qu'il a identifiés à travers des patterns retrouvés dans l'image. Alors, si maintenant on essaie d'imaginer quelle est la rêverie, en fait, ou quel est le projet politique qui se trouve aujourd'hui derrière l'univers des algorithmes, il me semble que son projet politique, pour le dire dans une formule, pour le dire du coup de façon trop générale, mais ce qui me semble très important et qui est vraiment très fort quand on écoute les promoteurs prophètes des big data les plus solides et ceux qui sont très liés à l'univers, on pourrait dire, libertarien de la Silicon Valley, c'est l'idée qu'on peut calculer la société par le bas. C'est qu'on calculait, dans le monde de l'audience, on calculait la société à partir des catégories d'appartenance que le média planeur avait l'habitude de faire sur ses publics. D'une certaine manière, la société, elle était représentée de façon traditionnelle et de façon historique même, à travers les CSP, le sexe, l'idée du territoire et l'idée des statuts socio-professionnels. Et Alain Desrosières, qui est
l'immense historien français des statistiques, qui nous a quittés il y a quelques années, hélas, avait montré que toute l'histoire de la statistique sociale française s'est construite dans la construction de l'État. C'est l'État qui a besoin de connaître ses populations. C'est d'une certaine manière les formes mêmes de la gouvernementalité, du pouvoir d'État, de la souveraineté d'État, que de définir et de connaître sa population, en construisant par le haut toute une série de catégories dans lesquelles sa population allait être identifiée, et allait elle-même s'identifier à travers des catégories perceptives. Je suis un homme de tel âge, j'ai tel niveau de diplôme, j'appartiens à telle profession. Donc, d'une certaine manière, la société était connue par les catégories qui permettaient de la décrire. Et c'est un point très essentiel, en fait, de la construction de nos société. Alors, ce qui vient aujourd'hui, avec les transformations des nouveaux dispositifs d'individuation de nos sociétés, c'est cette idée que nous ne voulons plus appartenir à des catégories. C'est cette idée que de partout, la société essaye de dire « je ne suis pas simplement la catégorie par laquelle j'ai été calculé dans les conventions collectives, dans la statistique sociale, dans la statistique électorale, dans la représentation qu'ont fait de moi les partis politiques, la presse, etc. C'est que j'ai des particularités, je suis plus multiple, je suis plus divers, je suis plus riche que la manière dont on me décrit quand on me calcule par le haut, à travers des catégories statistiques qui, j'insiste là-dessus, permettaient de ne pas déshabiller les personnes du point de vue de l'intimité de leur vie privée, puisque appartenir à une catégorie, c'était faire des calculs à partir d'agrégats. Les nouvelles techniques statistiques viennent nous dire c'est trop imprécis, ça représente mal, les gens n'en veulent plus, et les calculs qu'on peut faire à partir des catégories du media planning sont beaucoup trop grossières à partir du moment où on pourrait avoir une connaissance beaucoup plus fine de la diversité, de nos choix, de nos goûts, de nos existences, qui ne se résument pas simplement aux catégories d'appartenance auxquelles nous sommes réduits dans la segmentation. Alors, je pense beaucoup à tous les métiers du media planning, dont on voit bien qu'ils sont aujourd'hui en tension entre des formes de publicité dites programmatiques, qui va s'appuyer uniquement sur des traces sans chercher à connaître les catégories d'appartenance des individus, et puis les techniques d'identification des publics à partir des catégories traditionnelles de la statistique. Et le modèle qui vient derrière, c'est celui d'une connaissance personnelle des individus à travers lesquels on pourrait bien les suivre et les détailler. Alors, ça renvoie à beaucoup de principes statistiques, épistémologiques dans lesquels je ne vais pas rentrer, mais notamment l'un des plus importants, c'est celui de l'érosion du déterminisme ou de la causalité. C'est-à-dire, c'est l'idée que finalement, on ne peut pas trouver simplement des variables qui sont l'explication déterministe de nos comportements. En fait, l'explication de notre comportement, elle est beaucoup plus probabiliste à travers un faisceau de variables extrêmement large, long et complexe. Et les nouveaux calculateurs qui sont mis en place ont cet avantage, cette force et en même temps cette particularité parfois inquiétante de produire des prédictions sans pouvoir expliquer exactement le réseau des déterminations causales qu'il a mis en place. Et si vous allez regarder dans SVM un système connexionniste, évidemment, plus personne ne peut comprendre pourquoi il a mis des poids de dépendance entre telle ou telle variable plutôt que telle autre. On ne fait plus des hypothèses préalables sur la société qu'on vérifie ensuite. On met les données dans le système qui va trouver des dépendances, qui ne sait pas expliquer, mais qui sait mesurer l'efficacité des prédictions qu'il a fournies. Et puis je voudrais finir avec un dernier point pour laisser quelques minutes de discussion, avec cette idée qui est très centrale quand on regarde en sociologue les big data, c'est de soutenir le fait qu'on nous dit beaucoup intelligence artificielle en nous faisant croire, alors je pense que vous êtes familier de ces choses-là, donc vous ne tombez pas dans ces pièges, mais que la rupture technologique qui est en train d'avoir lieu dans le monde du learning serait le pas avancé vers une forme d'intelligence autonome, intuitive et, je mets 15 guillemets, humaine. La réalité des laboratoires, la réalité des statistiques, c'est que c'est de la force brute, c'est énormément de statistiques. Ce qui est nouveau, c'est qu'on a ramené énormément de contexte à l'intérieur du calcul pour produire des statistiques qui sont de plus en plus efficaces, mais qu'on est très très loin de cette idée de l'intelligence humaine. Alors je vais passer ça, que je vais pas vous dire, pour essayer de renvoyer vers vous une question, parce que moi c'est la chose qui m'intéresse, c'est que le regard que porte le sociologue sur la manière dont les statistiques fabriquent des mondes, un monde de la popularité, un monde de la méritocratie et de l'excellence, avec le risque que la société se déchire entre les excellents et les médiocres, un monde de l'affinité et de la réputation où tout le monde se calcule mutuellement, puis un monde où on automatise nos choix personnels. C'est d'une
d'une certaine manière une manière d'essayer de décrire le travail qu'opèrent les nouvelles technologies quand nous les épousons dans nos pratiques, dans nos comportements de consommation, d'achat, de relations amoureuses, dans nos pratiques professionnelles, etc. Et que le point auquel moi je suis attentif et que je pense nécessaire de discuter avec vous, c'est que vous construisez le monde. C'est que, d'une certaine manière, un peu comme le choix d'une ville, la manière dont elle est organisée, les panneaux indicateurs, les feux rouges, la manière dont on met en devanture ou on ne met pas en devanture, la manière dont on passe au cinéma tel film ou on ne passe pas au cinéma tel film, c'était déjà des algorithmes qui organisaient d'une certaine manière l'écosystème ou l'environnement dans lequel nous naviguions et nos choix étaient orientés. Mais aujourd'hui, ces choix, ils sont de plus en plus pris en charge par les techniques de calcul que vous êtes en train de fabriquer et il me semble il mérite une sorte de discussion comme celle que j'ai essayé d'introduire tout de suite sur la manière dont nous fabriquons l'environnement numérique dans lequel les personnes naviguent. Merci. Bonjour, Damien. Merci pour votre présentation pleine d'informations et très très riche, difficile à suivre parfois, mais il y a quand même un point qui m'interpelle. Vous dites on ne doit pas agir sur ce qu'on mesure. De mémoire, c'était le positivisme, et j'ai perdu l'autre mot. Et à la fin, vous parlez de prédiction, c'est-à-dire qu'on est capable de calculer la société par le bas en enlevant les catégories, et donc de prédire. Et est-ce que finalement, si au départ on ne doit pas agir sur la mesure, est-ce que finalement avec les modèles de prédiction, la mesure n'influe pas sur notre comportement? C'est-à-dire que si vous me dites ce que je vais faire, alors je vais le faire. Alors, vous avez absolument raison. C'est l'objet de débats constants. Vous savez qu'il y a un théorème de physique, j'oublie le nom, mais très célèbre, qui dit que de toute façon, tout instrument agit sur le milieu qu'il cherche à mesurer. Donc, oui. Ça s'appelle l'effet Hathorne. Ah oui, d'accord. C'était pas celui-là que je pensais. Le principe d'incertitude de Heisenberg. Voilà. Bon, dans le monde social, on n'est pas dans le monde naturel. Et donc, ce que je cherchais juste à dire, c'est que la version, d'une certaine manière, de l'objectivité instrumentale, qui est vraiment la forme qu'a pris l'idée de la science naturelle au XIXe siècle, nourrit toujours l'imaginaire d'une partie des gens des big data dans cette idée que, voilà, on va mesurer quelque chose qui est plus vrai que des représentations qui ont été fabriquées par la société et qui déforment. Et notamment, il y a cette idée pour la politique. Vous avez ça présent chez les libertariens, c'est que si on mesure tout en bas, on n'aura plus ces choses un peu déformées que font la politique, les médias vis-à-vis de l'information. Alors ensuite, vous soulignez cette histoire de boucles, et ces boucles sont constantes. Donc ça, c'est le truc du sociologue, c'est de toute façon, dès qu'il y a un calculateur, il y a forcément une boucle réflexive qui se met en place. Et aujourd'hui, on le voit même pour les traces en dessous. C'est pas parce qu'on est en dessous que les gens ne vont pas agir en fonction de ce qui a été calculé pour eux en dessous. Pour prendre un exemple idiot et simple, mais qu'on voit qui généralise, maintenant tous les gens qui ont du Spotify, Deezer, etc., et qui se servent des recommandations musicales, qui dans certains cas sont très efficaces, ne prêtent plus leur Spotify, Deezer à leurs enfants, parce qu'ils savent très bien qu'ils sont en train de polluer leurs recommandations, parce qu'ils sont en train de mettre des traces de la musique de leurs gamins dans les traces de leur propre musique. Donc on voit bien qu'ils ont un rapport réflexif au fait qu'ils connaissent la nature du calcul qui est produit pour faire des recommandations. Bonjour, Thibault. J'ai l'impression qu'on a un peu changé dans les premiers modes de calcul dont vous avez parlé. En fait, la mesure répondait à un besoin. C'est-à-dire Google mesure parce qu'ils veulent prédire la popularité de tel article. Et maintenant, c'est l'inverse, c'est-à-dire on ne répond pas à un besoin, on mesure tout ce qu'on peut et on regarde ce qui sort. Et du coup, est-ce que ça ne va pas avoir des conséquences où on va avoir tendance à mesurer de plus en plus de trucs sans se poser de questions? Est-ce que ça ne va pas avoir des conséquences au niveau sur la vie privée, au niveau politique, social? Enfin, est-ce qu'on va pas avoir... Est-ce qu'on n'a pas un risque de tomber dans une espèce de société un peu... oui. Un peu pas cool, quoi.
Non, pas très cool. Mais moi, je suis assez d'accord avec vous. Dans une sorte de discours un peu prophétique des big data, il y a l'idée n égale all, donnez-nous toutes les données, vous allez voir ce que vous allez voir. Elles sont hétérogènes, c'est pas grave. Elles sont sales, c'est pas grave. Elles sont incomplètes, c'est pas grave. On va mettre les calculateurs, puis on va faire du sens avec. Bon, la plupart du temps, on ne sait pas très bien. Si on ne sait pas très bien ce qu'on cherche, il est probable qu'on trouve rien. Les gens qui essaient de faire ça ont quand même des objectifs. Moi, j'insiste beaucoup sur le fait que le machine learning qui marche actuellement, il est supervisé. Donc, ça veut dire qu'on lui a donné un objectif dans son système. Et puis, souvent, on produit des calculs. Et là, c'est là que le sociologue réintervient, qui en fait, ne servent à rien. Et ça, ou bien qui ne rencontrent pas dans la société des usages qui vont rendre ce calcul pertinent. Et moi, j'insiste là-dessus. Donc, vous avez plein de services qui arrivent, mais vous connaissez ça par cœur, toutes ces boîtes qui arrivent, puis qui ont une bonne idée, mais c'est des idées très en l'air. Dans le monde du quantified self, il y en a plein. Il y a un service qui est arrivé et qui a dit, c'est formidable, je vais mettre Tinder plus une puce qui va saisir la température, l'émotion des individus. Et comme ça, je vais pouvoir filtrer les photographies des personnes présentées par Tinder avec des réactions biocorporelles des individus. Bon, voilà, je pense que ça fait causer, etc. Mais on ne va jamais trouver d'usages qui vont s'accorder à ces univers-là. Donc il y a beaucoup de calculs aussi qui n'accrochent pas, voilà, sur leurs usages, ou bien dont il est difficile de voir les accroches. Je pense que pour les objets communiqués, on promet beaucoup de choses dont on pense qu'on pourrait calculer, etc. Et quand nous, les sociologues, on va voir les utilisateurs, on a du mal à voir les choses s'accrocher. Les joggers adorent tous les systèmes, donc on voit bien que là, ça marche très bien. La balance connectée, les gens, ils font ça pendant 2 mois, puis ils arrêtent. Il faut quand même dire les choses comme elles sont. Donc il y a beaucoup de mesures de soi qui sont très, très monotones. Et si elles ne sont pas accrochées à un projet de vie, à un projet d'usage, ça a beaucoup de mal à produire le genre de service et de calcul que ça pourrait faire. Et par ailleurs, il y a, comme je le sous-entends dans votre question, il y a aussi un risque politique, de surveillance, du fait que l'idée d'une captation généralisée des traces sous prétexte qu'on pourrait en faire quelque chose de signifiant fait peser un risque considérable sur la vie privée et sur la nature et des données qui sont collectées. Une question ? Ici. Je veux juste savoir, on parle souvent des algorithmes de Google, Twitter ou même Facebook. Qu'est-ce qu'en est par rapport aux autres algorithmes de Yandex, le mot de recherche russe ou Beidou, si l'approche était complètement différente de Google et autres, des PageRank et autres, et voir si les résultats étaient complètement différents, vu la manière d'être construite, puisqu'elles sont plus récentes par rapport aux anciennes. Oui, alors moi je ne suis pas suffisamment expert et je pense qu'ici vous trouverez des gens bien plus experts que moi pour vous dire. Moi, mon sentiment de l'enquête que j'avais menée, mais c'était il y a 2 ans que j'ai beaucoup travaillé sur le PageRank, c'est que quand même il y a un PageRank chez Bing, que Yandex a essayé de faire croire au marché du SEO qu'il ne s'occupait pas du lien entrant, mais qu'en fait il a dû le réintégrer. Donc on voit bien qu'il y a quand même quelque chose dans la dimension moteur de recherche, en tout cas, naturel, organique, qui fait que même si beaucoup d'autres signaux viennent s'ajouter aujourd'hui au calcul, il faut qu'il y ait du lien entrant pour mesurer l'autorité qui reste un peu la colonne vertébrale de ces affaires. Mais c'est vrai qu'il paraît que Yandex a des solutions assez en rupture par rapport au format Google, mais moi je ne saurais pas vous dire lesquels. Et puis, bon, vous connaissez ça aussi, il y a tous ces secrets, on ne sait pas très bien, donc il faut rétro-ingénierer le truc, est-ce que ça a été bien fait, voilà, c'est difficile. Je crois que j'ai été très long et du coup peut-être. Alors on a le temps pour une toute voilà, dernière question. Ça sera la dernière. Ouais. Oui, bonjour Julie. Vous avez dit que le calcul par le bas qui est produit par les algorithmes, c'est un peu l'érosion du déterminisme. Mais est-ce que vous approfondissez, comment est-ce que chaque typologie d'algorithme projette justement sa propre vision du monde? Vous l'avez rapidement évoqué, mais est-ce que vous le développez quelque part?
Alors, j'en parle un petit peu plutôt dans des articles scientifiques, mais un peu dans l'ouvrage. Je ne devrais pas dire érosion du déterminisme. C'est une phrase qui est très célèbre parce que c'est une phrase de Ian Hacking, comme ça, qui avait été posée pour dire l'apparition des modèles probabilistes qui ont joué un rôle central. Il y a toujours des dépendances entre les actions, mais c'est de notre représentation causale du déterminisme. Et en fait, la causalité, c'est une croyance que nous posons sur des dépendances entre des variables. Mais les statisticiens n'aiment pas beaucoup cette idée de la causalité. Eux, ils veulent voir la dépendance entre des variables et savoir si elle est déterministe ou si elle est plus probabiliste dans l'affaire. Et ce qui est au cœur, en tout cas, si on veut regarder simplement du côté des formes statistiques qui se développent aujourd'hui, c'est l'idée d'un retour de l'induction. Et ça, dans le machine learning, c'est très très présent, c'est-à-dire l'induction, c'est de dire on ne fait pas de déduction et d'hypothèses préalables sur les données pour ensuite les vérifier à travers des régressions logistiques sur les données qui sont présentes, c'est qu'on laisse, je mets plein de guillemets parce que ce n'est pas la réalité, on laisse parler les données pour qu'elles fassent apparaître d'elles-mêmes le modèle qui explique les dépendances les plus fortes entre les variables qui les réunissent. Et ça, c'est une transformation de l'épistémologie statistique qui est rendue possible par des capacités de calcul que nous n'avions pas précédemment pour tester ensemble plein de théories. Parce que ce que font les nouvelles techniques de machine learning, c'est qu'en fait, elles testent des milliers et des milliers d'hypothèses possibles pour ensuite prendre la plus probable parmi les différentes hypothèses. Et donc, elles ne confient pas à celui qui code ou qui pose des questions aux données le soin de définir préalablement « je veux vérifier telle hypothèse ». Elle va créer un univers d'hypothèses qu'elle va essayer de tester sur les données. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop abstrait et compliqué avec ces réponses. Mais un peu d'abstraction ne nuit pas non plus. Je pense qu'on peut réellement applaudir Dominique pour son exposé. Et je suis jaloux de ton éloquence, donc bravo encore et à très bientôt.